Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de Daredevil Born Again, l'épisode 7. Moi je suis le cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour essayer de communiquer un petit peu, discuter un petit peu de ma passion. Épisode 7 de Daredevil Born Again, alors épisode un petit peu particulier dans le sens où je crois que c'est bon, la QV est de 9, avec ce septième on est aux prémices, au début du troisième acte. Oui, dans le sens où on peut voir une cuvée de plusieurs épisodes, enfin c'est comme ça que c'est construit dans les séries type Netflix, Amazon, avec un fil rouge appelé c'est dénoué, dans les derniers, enfin c'est une construction dramaturgique normale, hein. Là on est juste à la fin de la première cuvée, on est au début de la fin. Ça enclenche le troisième acte. On sent que c'est la fin de saison en gros. D'un côté, il y a l'intrigue autour de Wilson Fisk qui prend de plus en plus de faux airs à Soprano. C'est posé depuis le début de la QV. C'est une influence, une inspiration revendiquée comme telle par le showrunner. Je crois que c'est David Kasparon, du coup. Dario Skardapan. Dario Skardapan. Voilà, c'est lui qui est l'ancien showrunner de Punisher, je crois. Ouais, c'est une influence qui revendique dans tous les interviews, il le disait, hein, dans tous les interviews, au moment de la promo, il le disait, nous on vise un résultat à la Soprano. C'est lui qui le dit, hein. C'est lui qui le dit, je dois avouer qu'il y a un petit peu de ça. Alors ça n'atteint pas le niveau de la Soprano, faut pas rigoler avec ça, parce que Soprano c'est quand même tragicomique, hein. Il y a une partie comique humoristique qui est présente. Là c'est vraiment c'est une tragédie avec un personnage complexe, qui est donc le cahier de Kingpin. Et en ça, oui, et en ça, ouais, c'est l'espèce de plan machiavélique de Wilson Fisk. Je n'entrerai pas dans les détails, sinon c'est du spoilant. Mais ouais, il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de ça, de l'espèce de mafieux qui tire les ficelles, il y a un peu de ça. Et de l'autre côté, il y a Daredevil qui traque un tueur en série. C'est littéralement ça ce qu'on a à l'image, hein. Oui, là c'est à l'épisode purement de track. On voit Daredevil qui enquête avec ses propres moyens. Si j'entre dans les détails, là c'est du spoiler parce qu'il y a un ou deux détails qui m'ont fait halluciner parce que c'est des trucs comics accurate, des trucs que l'on voit dans les comics qui n'ont jamais été adaptés en film, je crois. Je ne crois pas que Ben Affleck a utilisé ça. Dans la série Netflix, je suis sûr que non. Alors, je ne connais pas le personnage de Muse, qui est donc le sort de tueur en série qui fait les graffitis. C'est un nom spécial, je ne connais pas le quoi. Mais c'est vraiment dans la logique d'un serial killer movie. J'ai vraiment cru l'espace d'un instant qu'on assistait à du Seven s'invite dans... C'est vraiment ça que j'ai écrit. Je parle de Seven, c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Sort de 2-3 scènes. J'ai eu l'impression de voir du Millennium et Seven combiné, ça m'a fait tout drôle. Quand je parle de Seven, je parle bien sûr de ce classique du serial killer movie, un film matriciel par excellence, où on voit donc deux inspecteurs de police au comportement que t'opposes, Brad Pitt et Morgan Freeman donc. C'est genre Morgan Freeman et le vieux sage désillusionné qui n'a vu de belle, et Brad Pitt à côté, c'est la jeune recrue chien fou quoi. Et donc ces deux comportements antagonistes, l'un et l'autre, doivent s'unir, collaborer, pour traquer le tueur en série qui fout une peur atroce, qui fout une angoisse atroce, c'est lui qui fait régner la terreur, dans une ville au nom... alors, par cliché, j'aurais dit New York, mais en fait, ce n'est pas défini dans le film lui-même. Oui, c'est un film de David Fincher qui est sorti dans les années 90, il me semble que c'est 92. Ah non, 96, c'est très 96. Le film est interdit moins de 16 ans. J'avais 16 ans quand le film est sorti, c'est pour ça que je vous rappelle. Et de l'autre côté, Millennium, c'est une série de... Alors, c'est de Chris Carter, avec Lance Henriksen, plus connu pour interpréter Bishop dans les Aliens, c'est lui l'androïde. Il fait aussi partie des inspecteurs commissaires qui ont été victimes Terminator dans Terminator 1, pour la petite histoire. Enfin bref, c'est un visage connu, familier de tous les amateurs de fantastique. Et dans Millennium, on retrouvait donc Lance Henriksen qui incarne Frank Black, un ancien retraité, enfin ancien c'est en retraite anticipée, parce que c'est du genre il a vu trop d'horreur dans sa carrière et donc il veut tout lâcher. Et dans cette retraite anticipée, il se retrouve contacté par le groupe Millennium. Le groupe Millennium est un groupe composé de retraités anticipés également. Il rejoint ce groupe pour aider les polices locaux.
local. Du coup, on se retrouvait une sorte de groupe d'élite, de vieux retraités, mais qui ne pouvaient pas raccrocher, quoi, viscéralement. On se retrouve avec Frank Black qui, je veux me décrocher les wagons, je veux rester avec ma famille, mais voilà, ça, de temps en temps, ça le démange de rendre service à la police du coin, quoi. Le tout dans une ambiance à la Seven. Je précise ça parce que c'est une série qui, alors, quand je dis le concept, c'est du Seven sur la télé, c'est pas Seven édulcoré pour être aux normes de la télévision, c'est que l'objectif de Chris Carter, c'était de faire quelque chose plastiquement à l'image à la hauteur de Seven, de la photographie de Sconji par exemple, de la mise en scène glauquissime malsaine de David Fincher, mais chaque semaine. C'est pour ça que je dis c'est du Seven en série télé. Et c'est ce genre d'ambiance, même c'est un petit peu glauque, d'un plus haut niveau que Esprit criminel, parce que dans Esprit criminel il y a beaucoup de ça, parce que dans Esprit criminel c'est l'esprit psychologique qui est torturé, alors que dans Millennium c'était gore, hein, c'était une série télé, mais ça osait titiller tout ce qui est code, tout ce qui est classification, ça allait au bout de la limite que leur permettait le truc, en fait. Ça jouait avec ça. Voilà, donc Daredevil Born Again, cette semaine, je dirais que pour une scène ou deux, vaut ça. Oui, je me disais, il y a une scène ou deux, je me disais, oula, mais ça a vachement changé la production Marvel. Oh la vache, c'est pas fait pour les gamins. C'est pas fait pour les gamins. Les mômes de 12 ans vont être surpris. Je pèse mes mots. Il y a une certaine scène dans cet épisode-ci où on voit Daredevil, Murdoch, qui est donc vénère. Je ne dirais pas pourquoi, sinon je spoil l'épisode, parce que ça fait partie d'un tourment de situation, mais où il est preuve d'un savoir-faire dans la castagne que je ne lui connaissais pas. Et de l'autre côté, il y a Wilson Fisk, donc le caïd, qui lui est parti carrément en croisade. Mais alors, c'est pas vraiment du spoil ce que je dis là, parce que on le soupçonne depuis le début. On soupçonne quant à savoir à quel moment il va vriller. Et cet épisode-ci, ben, c'est le moment où il vrille. On avait les prémices de ça dans l'épisode d'avant, mais ok, là c'est bon. Il y a tous les indices qui dénotent d'un c'est bon, il va sauter le pas là. Là, on a vu le déclic. Je ne dirais pas quel est le déclic exactement, parce que ça tourne autour d'une scène ou deux où la façon à lui de présenter les faits. Alors, oui, d'ailleurs, il y a une scène au début, du coup, c'est pas trop spoilant, où sa relation avec Daredevil, comment lui il la voit, qui est donc une relation toxique, hein, euh, c'est vraiment dans la logique du comment un bad guy, un méchant, réécrit l'histoire pour se faire passer lui pour un héros, et l'autre, donc le protagoniste que nous on admire comme héros, comment lui il le considère comme étant un obstacle. Et la façon que lui a de réécrire le truc, on comprend mieux maintenant la relation qu'il a avec lui. Ouais, c'est un truc, alors je raconte ou pas? C'est un truc dans le genre, il a réussi à créer une organisation, un petit business. C'est vraiment le point de vue homme d'affaires qui est mis en avant. Et lui, il a écrit Daredevil comme étant un parasite qui a tout foutu en l'air. Mais c'est la moralité du business en question qui est remis en question là, enfin, dont il cause. C'est que nous on se doute que lui c'était un empire du mal qu'il a fondé, mais c'est pas du tout comme ça que lui le voit le truc, quoi. Donc je m'arrête là, sinon je spoil genre trop dans les détails, et c'est vraiment passionnant de voir comment lui, donc comment Vincent D'Onofrio incarne Kingpin, incarne Wilson Fisk, qui décrit ça, c'est vraiment passionnant pour le coup. Mais, mais si j'en dis trop, je spoil le truc. Alors c'est un truc qui est vachement intéressant quand on découvre par soi-même. Ouais, ce qui fait que moi, Daredevil Born Again, cette semaine, alors il est bourré. Non mais vraiment, quand je dis, il est bourré de trucs. Ça, il est un peu comme le premier épisode de la QV où il y a beaucoup de trucs qui se passent. On a l'air d'être un petit peu paumé, mais là, contrairement ma division, contrairement à l'épisode au premier de la QV, celui-ci, bah, en fait, c'est celui qui noue les liens. En fait, il agence, il structure tous les liens, il réunit tous les liens qui ont été développés avant. Alors que le premier épisode de la QV, le problème qu'il y avait, c'est que il fait évoluer pas mal de liens, mais on n'a pas le temps de les apprécier. Là, en fait, on a le temps de les apprécier vu qu'on a de l'attachement pour tous les éléments qui ont été mis en place. Genre la nièce de White Tiger, genre la fiancée de Daredevil, genre la femme de Wilson Fisk. Quand je dis fiancée de Daredevil,
Enfin, c'est Cinnamon Murdoch, mais. Ouais, je crois que c'est sa petite amie, ils sont pas. Il y a pas eu. Je crois que c'est justement ça le propos de la série. Genre, genre les relations entre la ville et Daredevil. Enfin, il y a tout ça, tout est pris en compte. C'est pas un épisode centrique sur un truc en particulier, comme pouvait être l'épisode de braquage. Là, tout est agencé, tout est structuré. On sent qu'il y a une montée de tension, mais qui s'élève. Là, on est juste au moment où les vitesses supérieures est juste enclenchée. Oui, c'est mon seul bémol, c'est le traitement de Muse. Mais je peux comprendre qu'ils peuvent pas se permettre de perdre trop de temps là-dessus. Surtout que l'intérêt, la fibre, en fait, le névralgique, en fait, de Daredevil Born Again, c'est le retour de Daredevil. Et la confrontation avec Fisk, qui a tous les pleins pouvoirs là, parce que c'est lui le maire. Donc c'est cette confrontation-là. Du coup, Muse, il part au second plan. Je regrette un petit peu, mais en même temps, je peux comprendre que c'est pas ça l'intérêt de la série. On aurait été dans une série de 22 épisodes, oui, il y aurait eu un fil rouge entier, mais vraiment euh, un bon tiers de saison, un bon quart en tout cas, consacré à lui. Mais là, on est dans une saison de 9, donc on peut pas se permettre ce genre de truc. Alors que pour moi, 2 épisodes centrés sur lui, c'est largement suffisant. Donc voilà, c'était mon avis sur Daredevil Born Again. Alors, encore une fois, validé de ouf. On sent la tension qui monte, qui passe à vitesse supérieure, c'est tout ce qu'il faut, hein. C'est tout ce qui me satisfait. Donc moi je le conseille, mais vraiment vivement. Enfin, c'est vraiment une super bonne surprise. Alors ça n'atteint pas mes attentes. Enfin disons que moi je m'attendais à autre chose, mais là ce qu'ils m'ont offert me contente largement. Donc Daredevil Born Again, épisode de 7, c'est ça? Art for Arcsec, oui, donc il y a un petit oui, j'ai encore un accent un petit peu heart ou hearts sec. J'ai un petit peu d'accent pourri encore, mais c'est pas grave. Bah, veillez ouf, donc salut tout le monde, à la semaine prochaine.